Bonjour et bienvenue sur Manga Adaptation. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer au top de l'année 2019. C'est pas une vidéo spéciale. Vous pourrez retrouver vendredi le top manga de la décennie et la semaine prochaine le top film de 2019 et de la décennie. Là, je vais juste rappeler que c'est mon top, du coup c'est mes choix, du coup c'est subjectif, du coup c'est pas les meilleurs films techniquement, nanani nanana, c'est les films que j'ai préférés. Et c'est normal si vous avez pas les mêmes. Il y aura pas des animés que j'ai déjà mis dans le top de l'année dernière. Du coup il y aura pas l'animé de The Promised Neverland, il y aura pas l'animé de Dr. Stone, etc. Et il y aura pas des animés ou mangas qui ont commencé plus tôt. Il y aura pas Shingeki no Kyojin parce que moi j'ai lu le manga et j'ai pas trop regardé l'animé. Donc on va commencer tout de suite avec le numéro 10. Numéro 10, Hell's Paradise. Donc là, on est un peu sur une Suicide Squad en bien, ou un 7 samouraïs horrifique. On est dans un manga où en fait le danger est palpable, il est partout, tout le monde peut se faire tuer. Un enfer visuel poétique où des condamnés à mort sont à la proie de divers dangers, quoi. Ça marche bien parce que du coup c'est des personnes dangereuses qui sont en danger, donc forcément ça marche beaucoup mieux. On est aussi sur un visuel très poétique, sublime. On dirait, il y a même des plans, on dirait des estampes japonaises. Ça marche très bien parce que il y a un petit côté, brumeux, un petit côté palpable et brumeux en fait à la fois. Et c'est assez intéressant. Et en plus c'est bien mis en scène en fait, les combats sont très dynamiques et très violents à la fois. C'est un peu chaque samouraï est modernisé. Et du coup les samouraïs en fait ils font du ninjutsu, donc c'est très modernisé. Ils ont un peu leur spécialité, donc ça fait vraiment Suicide Squad en fait. Il y a déjà un tome 1 dessus qui est sorti il y a pas très longtemps, donc je vais pas trop m'attarder dessus. Donc on passe au suivant, au numéro 9. Numéro 9, My Home Hero. C'est un peu un Breaking Bad, mais où le personnage a pas vraiment choisi en fait d'être un malfrat. Là en fait il essayait de protéger sa famille, et il a dû faire un acte malveillant envers une autre personne qui menaçait sa famille. Et du coup c'est montré assez réalistiquement, dans l'aspect scientifique de faire disparaître un corps, ou l'aspect roman pour faire croire aux autres que tu n'as rien fait. La vie du personnage lui sert dans son crime. C'est une réale assez proche des personnages, assez thriller en fait, mais pas mal sur les émotions, et on suit les deux camps. C'est un peu un jeu de faux semblant pour pas se faire repérer, donc c'est plus de la relation humaine que du meurtre à la chaîne. Et aussi on a une relation parent-enfant assez intéressant, qui est très protectrice, mais vraiment à l'excès. Et en parlant de relation parent-enfant protectrice, numéro 8, les liens du sang. En gros, ce manga, c'est une relation maternelle, mère-enfant, extrêmement glauque. Mais vraiment extrêmement glauque. C'est un peu l'horreur dans le quotidien et dans l'amour, quoi. Une mère surprotectrice, elle veut pas qu'il fasse des trucs dangereux, donc elle fait des actes assez horribles. C'est l'auteur de Happiness. Et ça se voit un peu déjà dans le design des personnages, dans le dessin. Mais aussi, du coup, les relations humaines qui sont encore plus glauques que dans Happiness, alors qu'Happiness c'était sur les vampires qui bouffaient des gens. Faut le faire quand même. Et en plus, il arrive toujours à faire des relations réalistes et très palpables surtout. Du coup, on y croit en fait. C'est pas terrifiant, mais c'est vraiment glauque, c'est malsain, c'est dégueulasse. Par contre, par rapport à Happiness, c'est beaucoup moins barré visuellement. Il y a des plans qui pouvaient faire penser à de la peinture abstraite. Ce qu'il arrive à faire souvent, cet auteur, c'est de rendre une scène banale en quelque chose de terrifiant, quoi. Notamment parce que la peur en fait vient de l'intérieur. C'est un peu amour-haine, quoi. Il arrive toujours à faire des ados assez réalistes avec des comportements pas logiques mais vraisemblables plutôt. En plus il choisit ses plans vraiment comme un auteur en fait. On dirait vraiment une réale à la Parasite en termes émotion du visage. Donc voilà, le tome 1 va arriver aussi, vous inquiétez pas. On passe au numéro 7. Numéro 7, One Punch Man saison 2. Bon là j'ai un peu triché parce que c'est un peu le même cas que SNK. Et comme j'aime plus One Punch Man que SNK, bon il est 7ème juste parce que j'aime bien Punch Man. On va pas se mentir. Parce que c'est carrément moins bon que la saison 1, niveau technique. On a vraiment l'impression d'une baisse de budget et d'une baisse de choix artistique. Les traits sont moins affinés, les animations sont beaucoup moins fluides. Mais ça reste cependant assez correct, je trouve qu'on en fait un peu beaucoup. Aussi parce que c'est moins bien que le manga, quoi. Lisez le manga, arrêtez de regarder l'anime, lisez le manga. Le manga se concentre plus sur les personnages secondaires que Saitama. Parce que là par exemple, on a des épisodes sur King, sur Fubuki, qui sont assez intéressants. Il y en a une qui veut avoir le plus d'alliés possible pour être la plus forte. Et l'autre, juste parce qu'il a l'air puissant en fait, tout le monde vient l'emmerder. Alors qu'il est naze. Ou encore le méchant Garo, qui comprend pas pourquoi les méchants sont toujours moqués dans la pop culture ou chez les enfants en fait. Alors qu'ils ont des vraies raisons.
des fois. C'est un personnage vraiment plutôt malin en fait. Et c'est sûrement le moins bon techniquement du top. La narration de One Punch Man est trop sous-estimée, c'est un des trucs les plus sous-estimés. Et du coup c'est à peu près la même narration, donc au moins cette qualité là. Parce que ça joue toujours sur les attentes, ça joue toujours sur les clichés, sur les codes, et ça les remanie en fait. On va passer au numéro 6. Numéro 6. Dororo. Vous connaissez mon amour pour Tezuka. Donc là c'est un remake d'une œuvre majeure de Tezuka. Une de ses œuvres dans le Japon féodal. Et en fait c'est assez intéressant parce que ça reste très fidèle, tout en ayant un peu de liberté sur pas mal de design. C'est fidèle mais un peu libre sur la narration ou les personnages. Et c'est plutôt intéressant. On garde toujours cette critique un peu du Japon, du passé de Tezuka. C'est toujours magnifique. Et en fait il garde un peu le design de Tezuka. Un peu moins rond en fait. Plus sec de décoffrage. C'est un choix qui défend très bien en fait. Et qui marche ici. Ça marche très bien avec le fantomatique qui est dans tout l'univers du manga. On dirait même des estampes japonaises horrifiques des fois. Et il y a des monstres vraiment très dérangeants. Une mise en scène un peu plus dynamique que le manga de Tezuka, mais qui se défend très bien. C'est toujours un peu sur l'impact des guerres sur les civilisations, sur la population plutôt. C'est aussi un thème très récurrent chez Tezuka. Et les croyances qu'ont les gens. C'est un peu un medley de tout le Japon féodal, médiéval. C'est pas mon préféré de Tezuka, donc je peux pas le mettre plus haut que ça. Mais c'est très efficace et ça perd un peu en rythme. Mais c'est à voir si vous aimez les ambiances médiévales, les samouraïs, et les gens qui ont perdu des membres, quoi, en gros. On a toujours des destins tragiques chez Tezuka. C'est une des œuvres qu'il dit le plus, quoi, en gros. Passons au numéro 5. Numéro 5. Kaguya-sama, Love is War. Donc ici, on est dans un animé mind game. J'aime quand même beaucoup de mes tops et pourtant, j'aime pas tellement ça. Donc ici, en fait, c'est du mind game amoureux. C'est deux personnages, pas de la haute parce qu'il y en a un qui est un peu pauvre et l'autre qui est très riche, mais qui sont un peu dans le top de l'école, les délégués, je crois. Et en fait, ils savent qu'ils s'aiment, c'est eux qui essayent de faire dire à l'autre qu'il l'aime pour avoir un ascendant psychologique sur lui, et par honneur. Ça dynamise un peu ce concept de romance classe sociale. Du coup, ça les rapproche par du mind game en fait. Du coup, on essaie de lui faire dire ça. Du coup, par exemple, on va faire un plat et on veut que l'autre en demande du plat pour le mettre en difficulté, quoi, en gros. C'est un peu une guerre d'ego en fait. Et du coup, c'est pas une grande histoire, on va dire. C'est plus des petits sketchs avec cet objectif en tête de faire avouer l'autre. Ça a une bonne mise en scène et c'est assez beau. Du coup, le tout est très bon. Et ça permet d'être plongé dans ce récit et savoir qui va perdre en fait. Et en plus, c'est un peu comme tous les animés mind game. En plus, il y a une belle alchimie entre les persos, ça marche bien, tout leur dialogue et avec les personnages extérieurs de ce duo. Et comme dans tous les animés mind game, il y a beaucoup de retournements de situation. Et ici, c'est pas des trucs qui donnent envie de voir la suite, mais c'est plus des trucs qui alimentent les gags ou les scènes. Donc c'est une vision assez différente des retournements de situation. C'est un anime très drôle et assez innovant, je trouve. Passons au numéro 4. Numéro 4. Goku Shufudo, la voix du tablier. Ici, on est sur une comédie d'un homme au foyer qui était un yakuza. Donc c'est mi-tranche de vie, mi-yakuza. C'est vraiment une bonne idée, en plus je crois que ça n'a pas été fait. Et ça marche très bien parce qu'on a un aspect contraste tâche ménagère avec Harakiri, quoi, par exemple. Où en fait, dès qu'il rate quelque chose, il rate un plat, il a envie de se Harakiri parce qu'il a toujours l'honneur et la violence du yakuza dans ses actions. Par exemple, ça fait des quiproquos quand il y a la police pas loin, la police croit qu'il prépare un sale coup. Mais en fait non, il ne va pas croire qu'il fait du ménage et des tâches ménagères. Parce qu'il a cette tête en fait, il a des tatouages partout, il a vraiment une tête de méchant. C'est l'homme au foyer, où sa femme travaille, et c'est la seule qui arrive à le calmer. Et du coup, on y voit aussi tous les inconvénients et les avantages que peuvent avoir le fait d'avoir été yakuza pour la vie de tous les jours en fait. Un mental de travail extrêmement élevé, ça peut permettre de surréagir sur des petits événements, etc. Du coup, c'est très très beau, mais la réelle n'est pas dingue parce qu'elle est plus là pour filmer ce qui se passe, enfin pour montrer ce qui se passe, plutôt que de réinventer par la mise en scène. C'est un peu c'est du propre avec un yakuza, quoi. Passons au numéro 3. Numéro 3. Goblin Slayer Year One. Donc là je triche un peu en fait, mais pas vraiment parce que c'est un spin-off, c'est pas pareil là. Et c'est un spin-off très bon, pour une œuvre très bonne. En fait c'est la même qualité que l'œuvre de base. Mais là on est plus sur le passé du personnage, alors qu'on le connaît déjà en fait. C'est assez intéressant. On y voit qu'il a été entraîné par un gobelin, pour combattre des gobelins. Ça donne un peu plus de consistance au personnage qui a dû faire des efforts pour arriver à son but. En plus là on voit un personnage beaucoup moins puissant que dans le manga de base. Parce que dans le manga de base il est terrifiant parce qu'il est professionnel, il fait pas d'erreurs. Là on le voit faire des erreurs, on le voit hésiter, on le voit douter. Ça permet de lui donner plus de consistance. Il voit aussi ce qui se passe après un massacre en fait. Comment les gens qui survivent
arrive à s'en sortir. Avec ce personnage-là, ce personnage principal, du coup c'est plus concentré sur lui. C'est humain alors que c'est quasiment le seul perso. Et c'est toujours aussi horrible, physiquement et psychologiquement. Et ça a la même réal, le même dessin, donc c'est à peu près la même chose, hein, on va pas se mentir, donc c'est pour ça que je l'ai pas mis plus haut. Mais voilà quoi, troisième, c'est très bien, c'est très bien. Faire un peu de Goblin Slayer dans la vie. Passons au numéro 2. Numéro 2. L'habitant de l'infini. Alors ici, on est sur un concept extrêmement bien trouvé. Parce que, en fait, c'est un samouraï qui est mortel, en fait, tu lui coupes un bras, bah ça repousse. Mais en fait, ça veut pas dire que c'est le meilleur pour autant, en fait. Et ça, je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Ça veut dire que, même si t'as beaucoup combattu, en fait, ça veut pas dire que t'es le meilleur. Et parce que, notamment, le personnage n'utilise pas du mind game ou de la stratégie. Enfin, pas particulièrement. Il en fait un petit peu, mais c'est plus du bourrinage, en fait. C'est plus un déchaînement, en fait, de violence. En fait, il aime bien se battre et il le fait savoir. Ça donne aussi un questionnement sur la violence et sur la vengeance. Est-ce que tu as conscience de l'impact que ça peut avoir? Donc c'est sublime visuellement, ça va être compliqué de battre ça. Notamment dans les combats où en fait c'est un déchaînement de sang. C'est en noir et blanc avec juste le sang. C'est une très bonne idée. C'est même des fois, allez, en un coup ça peut être terminé, en fait c'est assez réaliste comme combat. C'est un côté assez désaturé et ça donne à l'œuvre un peu une déshumanisation, un monde un peu sombre. C'est plutôt une bonne idée, ça permet de rentrer dans l'œuvre plus rapidement. En plus il y a des couleurs magnifiques, même si c'est désaturé, c'est sublime. Une vision des samouraïs et des écoles assez intéressant. Pourquoi ils s'affrontent, qu'est-ce que c'est leur credo quoi. C'est assez bizarre parce que c'est un récit brumeux, un peu poétique, très dans la contemplation, l'instant. Et en même temps c'est assez cru à la fois. En fait. Donc c'est un mélange en fait qui marche très bien, alors qui est totalement différent. C'est un peu deux facettes différentes, et ça marche. Donc voilà. C'était le numéro 2. Passons au numéro 1. Chainsaw Man. Alors ici, on est sur la deuxième œuvre de Fujimoto Tatsuki, donc l'auteur de Fire Punch. J'ai lu tous les chapitres, hein, c'est le seul manga cette année. Enfin, c'est la seule œuvre cette année, j'ai regardé un épisode ou un chapitre, et j'ai tout lu ensuite derrière. Et ça, c'est un peu un signe que ça me parle bien. Alors déjà, je crois qu'il a 50 chapitres. Mais c'est déjà, à mon avis, c'est déjà un manga très marquant dans l'histoire du manga. Et je mets une pièce là-dessus. On a pas mal de points communs avec Fire Punch, mais montré d'une façon assez différente. Par exemple, le perso ici, et comme dans Fire Punch, il subit plus l'histoire qu'il la vit. Par contre, il y a des objectifs très différents de ceux de Fire Punch, où c'était plus une vengeance. Donc c'était assez simple. Et du coup, il était un peu omnibulé par ça. Comme il était un peu fou, il subissait plus l'histoire qu'il la vit. Et c'était montré assez dignement. Et ici, on nous montre des objectifs nazes. Et on nous montre comme si en fait sa vie en dépendait en fait. On y croit et ça nous donne encore plus de l'importance pour ça. Par exemple, son but était d'avoir un foyer chaud. Il l'a eu très rapidement en fait. Du coup en fait il savait plus trop quoi faire. Du coup il a eu un autre objectif pour avoir une raison de vivre. C'était toucher une poitrine. Des objectifs de merde hein mais... Enfin des objectifs basiques on va dire. C'est un adolescent et du coup tu le rends un peu naïf. Pour moi ça me permet de m'attacher plus facilement à ce personnage. Du coup, tous les personnages féminins sont un peu des love interest pour le personnage. Et pourtant, en fait, ils sont ultra bien développés. Donc, moi, ça me dérange pas les personnages love interest. Ils sont aussi bien développés que ces personnages-là. Et là, c'était plus les personnages, le fond. En fait. La forme, c'est comme dans Fire Punch. C'est dinguissime, la forme. Là, on est sur un enfer visuellement barré, en fait. Parce qu'en fait, c'est une violence visuelle, la comédie lourde et du drame. Donc, ça y a un peu de tout, en fait. On a une mise en scène prenante lors de combats. Mais c'est même plus de la violence là, c'est de la folie là, en fait. Des combats avec des concepts assez spéciaux. Je peux pas trop en dire, mais il y a des combats qui durent genre 3 jours. Oh, c'est incroyable. Des combats avec des... Parce que du coup, comme c'est des démons des armes, et je crois qu'il y a un combat avec un démon des missiles. Là, c'est que le début, ça peut aller encore plus loin. C'est pour dire. Parce que du coup, les pouvoirs, c'est un peu une réinvention de pouvoir en fait. Tu mets ça lié à un démon en fait. Donc c'est un peu l'exorciste avec des pouvoirs en fait. Et ça montre aussi comment ils arrivent à vivre dans notre monde, comment ils arrivent à s'intégrer. Du coup, on arrive à les humaniser quand même. Et c'est vraiment une bonne idée en fait. C'est pas juste des démons. Et aussi, il y a une violence sociale extrême. Oh là là. Le mec est traité comme de la merde quoi, le héros. C'est limite, c'est un chien quoi là-bas. Et ils arrivent à nous mettre des moments trop drôles dedans. Moi je trouve que c'est juste du génie. En plus, c'est toujours le même design, c'est un peu mieux dessiné que Fire Punch, un peu plus d'ancrage. Et ce dessin est juste incroyable en fait. Il arrive à trouver des scénarios qui marchent trop bien avec son dessin. Mais ce mec est un génie. Bon voilà, mon top est terminé.
J'espère que ça vous a plu. J'ai été un peu plus rapide que sur les autres tops, vous verrez, normalement. Parce que en fait c'est des œuvres dont j'ai déjà parlé dans des tomes 1 ou que je vais développer dans des tomes 1 en fait. Allez voir ceux qui sont disponibles et à attendre ceux qui vont l'être. Donc voilà. N'hésitez pas à partager les vôtres dans le commentaire, à commenter ce top là, à me suivre sur les réseaux sociaux comme Twitter et Facebook, à liker la vidéo, la partager, appuyer sur la cloche, vous abonner. Vous connaissez la chanson maintenant. Donc il y a encore des tops qui vont sortir là, il y a 3 tops, top manga de la décennie, les 2 top films décennie 2019. Vous avez des trucs à regarder quoi. Sur ce, je vous dis à une prochaine fois, et lisez des mangas.